Bonjour tout le monde, je suis Kossi Balao, le directeur du forum Pamela Award Diginet sur le reportage des crises qui organise ce webinaire sponsorisé par le Dow Jones. C'est une joie, en tout cas pour moi, et j'espère qu'il en est de même pour vous aussi. Une belle joie de retrouver, encore une fois, David Yuan, fondateur de l'agence de presse privée Alert Info et enseignant-chercheur à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC d'Abidjan. C'est une joie parce que c'est le deuxième rendez-vous qu'il nous accorde. C'est la seconde fois qu'il accepte notre invitation pour partager ses connaissances et son expérience sur le management des médias, avec cette fois un accent sur le management d'une équipe de journalistes ou d'une équipe rédactionnelle compétitive. Vous verrez que ça va être intéressant, comme la session du 21 novembre 2024 qui vous a permis de comprendre comment rendre viable et pérenne une entreprise de presse. Monsieur Yuan avait dit lors de cette session que ce qui peut pérenniser notre entreprise et la rendre viable, c'est le fait d'utiliser de façon cohérente et intelligente les ressources dont nous disposons. Il y a plusieurs ressources et l'une de ces ressources, ce sont les ressources humaines. Aujourd'hui, sera question d'approfondir cet aspect du management en commençant par comment recruter de bons collaborateurs, ensuite, comment manager une équipe de journalistes et enfin, comment un rédacteur en chef peut-il gérer ses émotions, comment peut-il concilier rigueur et professionnalisme ou comment peut-il maîtriser ses émotions face aux tensions dans une rédaction. Je vous souhaite une belle session en compagnie de M. David Yuan, qui, il faut le rappeler, a reçu en 2016 le deuxième prix francophone de l'innovation dans les médias, en 2019 le premier prix d'excellence des médias et en 2022 le premier prix Samba Kone de la meilleure entreprise de presse numérique de Côte d'Ivoire. Et en 2025, peut-être un autre prix, qui sait? Pourquoi pas? Pourquoi Pourquoi pas? pas? Comme je le disais, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir à nouveau. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu, très bien, malgré les engagements, les activités et tout, voilà, on essaie quand même de faire preuve d'un peu d'autodiscipline. On va en parler aujourd'hui pour pouvoir tenir tous les engagements. Donc ça va, ça va. Malgré ces engagements, vous avez accepté nous accorder votre temps. Je ne sais pas comment on le dit dans la langue locale. En Côte d'Ivoire, j'aimerais bien te le dire. Merci encore de Bon, on vous a une rendre soixantaine, hein? disponible. Non, mais c'est un plaisir pour moi. C'est vraiment un plaisir pour moi de chaque fois partager ce qui me passionne. Voilà, et c'est... Tant que ça peut aider, ça peut éclairer, c'est le plus important. Alors, on va commencer sans plus tarder. C'est à vous et vous verrez, chers confrères et chers consoeurs qui participent à cette session, ça va se faire dans un format vraiment interactif. Vous pouvez poser vos questions. Il y aura un temps, peut-être après la présentation de Monsieur David, il y a un temps qui vous sera dédié pour à recueillir vos questions. Si vous nous suivez directement via Facebook, vous pouvez soumettre vos questions dans les commentaires. Mais si vous suivez le webinaire directement via Zoom, vous pouvez mettre vos commentaires dans la boîte de chat qui est en bas de vos écrans. N'hésitez pas à poser vos questions et le formateur, M. David Yuan, se fera le plaisir de vous répondre après cette présentation. Bonne session d'écoute encore une fois en compagnie de cet excellent formateur. Merci. Merci, très cher aussi. Merci pour l'invitation et le privilège que tu me fais pour la deuxième fois de partager la petite expérience avec l'ensemble des journalistes, des entrepreneurs et de tous ceux qui s'intéressent à la question du management des médias. Alors aujourd'hui, le thème qui nous a été suggéré, il s'agit de parler du management efficient d'une équipe rédactionnelle, donc du management d'une équipe rédactionnelle compétitive. Alors, je vais commencer, bon, je vais prendre 30 minutes à peu près pour euh, évoquer le sujet, hein, le survoler un tout petit peu et permettre aux participants de prendre note et aussi de pouvoir poser des questions après. Voilà. Et je voudrais encore les saluer, les remercier pour toutes celles et tous ceux qui se sont connectés, malgré leurs occupations aussi, un peu partout à travers le monde pour pouvoir suivre cette session. Voilà. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre engagement dans tout ce que nous faisons. Alors,
Pour commencer, avec une petite pensée, la force d'une entreprise repose sur la valeur des ressources humaines et la valeur des ressources humaines repose sur le travail en équipe. C'est une phrase qui est extraite de mon ouvrage sur le management des médias et qui résume un tout petit peu ce dont nous allons parler donc aujourd'hui. Donc, à la fois, la force d'une entreprise, comme je le disais tantôt, c'est la valeur de ses ressources humaines. Et cette valeur des ressources humaines, si elle veut être exploitée à bon escient, eh bien, c'est à travers le travail en équipe et non le travail fait de façon individuelle. Je vais vous proposer donc un petit plan en trois parties. Premièrement, nous allons parler de la définition, de comment définir, pardon, un profil d'un média, parce que c'est très important, le profil éditorial, le profil commercial. Ensuite, le deuxième point, nous allons voir comment on peut manager efficacement une rédaction. Il y a aussi d'autres sous-points, le recrutement, des profils qui doivent être adaptés aux médias et puis l'optimisation des ressources. Ça, c'est très, très, très important. J'ai fait un petit schéma et tout que nous allons parcourir ensemble de comment optimiser les médias. Et puis enfin, comment gérer ses émotions euh, en commençant par le management personnel et puis aussi en essayant de fixer donc des règles assez rigides qui permettent de contenir, de canaliser ces émotions. Donc, voici le plan que je vous propose cet après-midi. Alors, avant de commencer, et là, j'ai bien aimé l'introduction tout à l'heure de Kossi Balao, du modérateur, qui a résumé la première partie. Et comme s'il avait vu mon PowerPoint, en fait, comme s'il avait vu le travail que j'avais fait, ce que j'avais préparé, et qui a tellement si bien résumé. Et c'est par là que nous allons commencer, en fait. Donc, parler de la stratégie, des 6 ressources, en fait, en stratégie. Et c'était effectivement le résumé de la première session. La stratégie, c'est quoi? C'est simplement de pouvoir utiliser de façon intelligente, de façon rationnelle, de façon judicieuse, les ressources dont on dispose, notamment les ressources humaines et financières, en vue d'atteindre un avantage concurrentiel sur le long terme. Et ça, c'est très important. Nous voyons qu'en stratégie, on a 6 ressources, les ressources financières, les ressources humaines, les ressources physiques, donc les bâtiments et autres, les ressources technologiques, les ressources commerciales, c'est-à-dire la marque, et puis les ressources relationnelles, le carnet d'adresse. Donc, quand on dit qu'une entreprise fait de la stratégie, c'est simplement, enfin, je dis simplement, ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est la manière dont ces dirigeants utilisent les ressources dont ils disposent de façon vraiment très judicieuse et très intelligente. Et aujourd'hui, effectivement, nous allons parler de, des ressources humaines. Mais comme on l'a vu, parmi les 6 ressources, il y en a 2 qui sont les plus importantes en stratégie. Ben, c'est l'argent et puis les hommes, hein, les ressources financières et puis les ressources humaines. Pourquoi ce sont les 2 ressources les plus importantes? Parce que si ces 2 ressources sont mal gérées, en fait, elles conduisent à la faillite en général. Et si ces 2 ressources sont bien gérées, elles conduisent au succès. Parce que c'est l'argent, on démarre tout projet avec de l'argent et c'est l'argent qui permet de maintenir les ressources humaines et ce sont les ressources humaines qui doivent travailler, produire de l'argent pour que cet argent encore revienne en fait. Donc, c'est en ce sens que j'ai fait ce petit truc circulaire pour montrer que c'est un circuit fermé entre les ressources humaines et les ressources financières. Dès qu'il y a une rupture entre ces 2 ressources, l'entreprise donc tombe en faillite. Donc, il faut avoir vraiment à l'esprit de bien gérer ces 2 ressources. Alors, le premier sous-point, comment recruter de bons journalistes? Comment recruter de bons journalistes? Euh, il faut d'abord commencer, on ne va pas entrer directement dans le vif du sujet. On ne va pas entrer directement dans le vif du sujet. On va plutôt parler d'abord du préalable. Il y a un préalable avant de parler de recrutement. Et le préalable, c'est de définir le profil du média. Oui, parce que
Que votre média soit généraliste ou thématique, qu'il soit en ligne, télévision, radio, journal papier, un média, normalement, doit avoir une identité propre. Hein, une identité propre, un profil qui le démarque des autres. Hein, définir donc le profil, ça revient à faire quoi exactement? Ça revient d'abord à déterminer la spécificité de notre offre éditoriale. Qu'est-ce que nous allons proposer au public? Qu'est-ce qui différencie notre offre à celle des autres médias? Ensuite, quels sont les canaux de diffusion, les canaux de transmission que nous allons utiliser? Nous voyons par exemple que le média brut a choisi un format de vidéo et de photos aussi souvent, et puis a choisi les canaux comme TikTok, par exemple, WhatsApp et tout, tous les canaux digitaux des réseaux sociaux actuellement en vogue, mais beaucoup plus TikTok, où ils ont à peu près 2 millions d'abonnés. Donc, ils ont choisi le canal de transmission et puis aussi, ils ont pu définir comment gagner de l'argent avec cette info éditoriale. Voici comment on détermine, de mon point de vue, la spécificité d'un média. Et une fois que ça c'est fait, comme je l'ai dit, c'est un préalable. Bon, si on n'a pas pu faire ça avant de lancer, quand on s'est lancé, ce n'est pas bien grave. Hein. Voilà, on peut toujours rattraper cela par un recadrage éditorial. Voilà donc ce qui est très important comme préalable. Il faut définir les deux profils, c'est-à-dire éditorial et commercial de l'entreprise. Pourquoi c'est important? On va voir ça tout à l'heure parce que c'est en fonction du profil de votre média, en fonction des deux profils que vous allez faire les recrutements pour que ça puisse marcher. Voilà. Et donc, on va commencer par le profil éditorial. Le profil éditorial, comme je l'ai dit tantôt, c'est ce qui caractérise donc un média, même s'il est dit généraliste. Hein. J'avais pris l'exemple de Brut, mais là, je prends l'exemple de TF1 ici, qui s'intéresse principalement à quatre éléments donc, qui caractérisent l'identité de la chaîne, bien qu'elle soit dite généraliste, mais en fait, le contenu est dominé par les séries, par le divertissement et dans une moindre mesure par l'actualité et puis le sport. Et quand on regarde, très bien, ce n'est pas fait n'importe comment en fait. Par exemple, en ce qui concerne les séries, ce sont des séries exclusives made in USA, donc des séries américaines la plupart du temps. Ensuite, vous avez, pour le sport, ils se sont focalisés sur le football. Et le football, avec la retransmission des matchs de l'équipe nationale de foot de l'équipe de France, et puis de grandes compétitions aussi. Il y a aussi les téléréalités. Les téléréalités, enfin, le divertissement, ils se sont focalisés sur les téléréalités qui ont fait le succès de TF1. Koh Lanta, on s'en souvient, Secret Story et tout ça. Et en ce qui concerne l'actualité, ils ont donné la part du news, donc l'actualité en news. Ils ont détaché cela. C'est l'affaire de LCI qui appartient au même groupe, groupe Bouygues. Et pour TF1, c'est le JT de 20h et de 13h aussi, et puis les grands reportages. Voici ce qui fait l'identité en termes éditorial, d'un point de vue éditorial, l'identité de TF1. Certes, vous allez voir qu'il y a plusieurs médias, plusieurs télévisions qui font aussi des séries, qui font aussi du divertissement, qui font aussi de l'actualité, qui font aussi du sport, mais ce n'est pas pareil. TF1 s'est démarqué en ayant une identité propre, en donnant une particularité, une spécificité à son contenu, sinon à ses contenus. Et on peut aussi citer les exemples des Mediapart, du Canal enchaîné de la Croix. Bon, désolé, il n'y a que des exemples français. Ce n'est pas que je suis francophile, mais bon, je pense qu'il y a aussi comme ça des exemples pareils au Sénégal. Il y en a au Burkina Faso, il y en a dans des pays anglophones comme le Kenya, le Nigeria, etc. Donc, vous avez même aux États-Unis aussi. Vous avez donc plusieurs exemples pour illustrer cela. Deuxième préalable, c'est le profil commercial. Une fois qu'on a identifié, on a décelé notre profil, on a déterminé le profil éditorial, il faut aussi déterminer le profil commercial. Le profil commercial, ben, c'est le modèle économique, c'est-à-dire
la manière dont on commercialise notre offre et tous les autres services qui s'y rattachent. Parce qu'il ne suffit pas de produire. Il faut voir comment est-ce qu'on vend, comment on se fait de l'argent avec ce qu'on produit. Les deux sont intimement liés. On ne peut pas séparer le profil éditorial du profil commercial d'une entité. Dans la majeure partie des cas, on constate que les entrepreneurs, les patrons, les promoteurs des médias se focalisent souvent sur le profil éditorial et puis, bon, en ce qui concerne le profil commercial, on va se débrouiller. Et donc, ce n'est pas comme ça. Les deux sont intimement liés et comme je l'ai dit là, le profil commercial doit correspondre au profil éditorial et vice-versa. Vice-versa, on peut aussi bien dire que le profil éditorial doit euh, correspondre au profil commercial pour qu'il y ait donc une cohérence. Auquel cas, le média ne va pas tirer réellement profit de tout son potentiel. Hein. On ne pourra pas tirer profit de tout le potentiel qu'on a. On voit qu'il y a beaucoup de médias qui sont d'entreprises de médias qui sont euh, sous-exploités, complètement sous-exploités, commercialement parlant, qui ne tirent pas réellement euh, profit de tout leur potentiel. Il n'y a que des gens à l'extérieur ou qui ne font pas partie prenante de leur projet qui euh, bon, arrivent donc euh, à voir que ce média est assis sur une mine d'or. Alors, le deuxième sous-point, comment manager une équipe de journalistes? Une fois qu'on a défini euh, les deux profils de façon très claire, alors le recrutement, la formation continue et le management de l'équipe peuvent maintenant commencer. On peut commencer ça. Et ce recrutement ne doit pas se faire n'importe comment. Comme je l'ai dit tantôt, le recrutement doit se faire en conformité avec le profil éditorial et commercial du média, à la fois pour une question de cohérence et d'efficacité. Alors, je vais prendre l'exemple, excusez-moi pour celles et ceux qui ne sont pas trop foot, pour celles et ceux aussi qui ont lu mon livre, ils se rendent compte que tous mes exemples, la plupart du temps, en tout cas la majeure partie de mes exemples, sont tirés du domaine du football, du sport de haut niveau. Et donc, par exemple, quand vous prenez des clubs de foot, les clubs de foot ont une philosophie, ont des projets, ont un profil, ils ont défini un profil. Et les recrutements se font selon le profil et la philosophie, en fait. Que ce soit les recrutements des entraîneurs, de tout le staff, des joueurs et tout ça, tout se fait selon le profil de l'équipe, du club, la philosophie du club. Si vous ne rentrez pas, vous avez beau être un grand joueur, si vous ne rentrez pas, si votre profil ne correspond pas, ils ne vous prendront pas. Je vais prendre deux exemples, un en Angleterre et en France. En Angleterre, tout le monde connaît, je pense, le club de Brighton, où évolue notre compatriote Simon Adingra. Le club de Brighton a une très bonne philosophie, un très bon projet, en fait. C'est vraiment cohérent, tout est cohérent. C'est-à-dire, il détecte des jeunes talents qui ne sont pas très connus et qui ont une marge de progression, enfin, qui laissent entrevoir une marge de progression assez forte pour augmenter leur plus-value au bout de 2, 3 saisons. Parce qu'ils visent deux ou trois choses en même temps. Ils visent à continuer à jouer dans l'élite anglaise, donc être toujours dans des places européennes. Le titre de champion ne les intéresse pas trop, ce n'est pas leur objectif premier. Si ça arrive, ils prendront, c'est le bonus. Mais ils veulent des places européennes, jouer Ligue des Champions, la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, ou la Conference League, parce que ça rapporte de l'argent. Ensuite, et puis ça expose le club de façon médiatique. Ensuite, il combine en même temps aussi le business. Le business pour pouvoir revendre les joueurs avec une plus-value souvent multipliée par 3, par 4 de leur valeur d'origine, de leur coût d'achat d'origine. Et donc, c'est pareil pour les entraîneurs. Donc, vous avez beau être, par exemple, Kylian Mbappé, votre profil ne correspond pas aujourd'hui au club de Brighton. Non. Ils cherchent des pépites, des gens, des joueurs qui sont jeunes aussi, qui sont jeunes, qui ont 18, 22 ans. Donc, quand vous avez 25, 30 ans, déjà, ce n'est pas très évident. C'est vrai que, bon, il y a des joueurs qui sont
qui sont trentenaires et tout, mais qui ont encore du jus et qui peuvent apporter une plus-value aux jeunes, ils font ce mélange-là. C'est pareil pour le Football Club de Toulouse en France, qui aussi fait ses recrutements d'entraîneurs, de joueurs de la même façon, en fait. Donc, ils ont d'abord un esprit, ils ont une philosophie et ils cherchent des athlètes qui correspondent à ces profils-là pour qu'il y ait une cohérence. Sinon, le business tombe. Donc, c'est comme ça qu'il faut essayer de réagir. Et donc, premièrement, pour le recrutement, il faut recruter, donc, comme je l'ai dit tantôt, avec l'exemple des clubs de foot, des profils qui sont adaptés à votre média. Et je le dis d'entrée, un bon journaliste ne tombe pas du ciel. Souvent, on demande, oui, est-ce que tu n'as pas un bon journaliste là-bas? Est-ce que tu ne connais pas un bon journaliste pour me le confier? Ou bien je cherche un bon journaliste. Mais un bon journaliste, ça ne court pas les rues. Un bon journaliste, ça ne chôme pas forcément. Un bon journaliste, ça se fabrique. Ça se fabrique et ça se fabrique euh, avec l'environnement. C'est l'environnement qui favorise, pardon, l'éclosion et l'expression des talents. Et donc, il faut qu'il y ait un environnement, une philosophie qui permette à vos journalistes, à vos rédacteurs d'exploser et d'exprimer leur talent. Mais on ne peut pas tout de go dire comme ça, je cherche. Et surtout quand on est un média nouveau, on n'a pas assez de moyens, on ne peut pas se permettre de prendre quelqu'un qui a 10 ans, 15 ans d'expérience, qui a une forte plus-value. On veut des jeunes et on veut des jeunes qui sont bons et qui ne coûtent pas cher. Bon, ça, c'est vraiment de l'utopie. Il faut se mettre en tête que il faut d'abord identifier le profil de votre média et puis ensuite recruter des gens qui correspondent donc à ce profil, leur donner un environnement, les mettre dans un environnement pour qu'ils puissent exprimer leur talent. Mais si vous prenez un journaliste dont le profil n'est pas adapté à votre média, il va faire beaucoup d'efforts et produire très peu de résultats. Vous prenez par exemple quelqu'un qui est un peu orienté audiovisuel et vous le mettez dans un média écrit. Ou vous prenez quelqu'un qui est orienté web et vous le mettez dans un média audiovisuel. Ça ne peut pas marcher. Son profil ne correspond pas, non seulement à son profil en termes de, euh, de valeur, de compétences, mais en même temps aussi son profil ne cadre pas avec l'identité, la caractéristique donc de votre média. Et c'est pour ça que la plupart du temps, ça ne marche pas. Alors, deuxième point, il faut optimiser les ressources. Optimiser les ressources revient à exploiter le maximum du potentiel de chaque membre de l'équipe rédactionnelle au sein de l'entreprise. La condition, elle est simple. La condition est simple. Il faut recruter des journalistes qui sont multitâches en leur attribuant une fonction principale et au moins deux fonctions secondaires. Je vais expliquer cela de façon concrète. L'ancien modèle ne peut plus fonctionner. Avec les TIC aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'ancien modèle qui consistait à avoir un photographe qui ne fait que de la photographie, des opératifs de saisie qui ne faisaient que saisir, des tests, des correcteurs qui ne faisaient que corriger, des tests, des journalistes qui ne partaient que sur le terrain et dans l'audiovisuel, c'était encore plus grave. Des journalistes qui ne savaient pas filmer, qui ne savaient pas monter, qui allaient juste collecter des informations et on laissait le montage et le cadrage à, à deux personnes complètement différentes. Et donc, on a un monteur, on a un cadreur qui est au bureau. Tout ça, ce modèle-là ne peut plus fonctionner. Il faut des journalistes multitâches avec une fonction principale et au moins deux fonctions secondaires. L'optimisation des ressources, ça permet de faire quoi? Ça a un gros avantage. L'avantage, c'est que ça vous permet de vous créer des options en cas d'absence de courte ou longue durée d'un collaborateur. On va voir ça tout à l'heure avec un schéma que j'ai fait pour mieux vous montrer cela. Mais ici, par exemple, bon, déjà, c'est quoi une option? Une option, c'est différent d'un plan B. Une option, c'est une autre possibilité de choix qu'une personne se donne pour atteindre le même objectif de départ. Alors qu'un plan B, c'est une solution de recherche, une solution alternative. Quand notre plan A n'a pas fonctionné, quand notre plan A n'a pas fonctionné, en ce moment-là, on active le plan B. Par exemple, quand vous avez un groupe électrogène dans une entreprise,
ou un générateur électrique, c'est pour parer aux coupures de courant. Quand il y a une coupure de courant, l'option que Allô? vous avez, l'option que vous avez, ça vous permet de, d'utiliser votre groupe électrogène pour continuer à travailler. Voilà un peu ce que j'appelle donc les options. Et je différencie cela avec les plans B. Et donc, il faut se créer des options. Et le fait d'avoir des journalistes multitâches, ça vous met à l'abri de défaillance en cas ou bien de baisse de régime carrément, en cas d'absence de courte ou longue durée. Donc, voici le schéma que je vous propose. J'ai pris l'exemple d'une web TV de 4 membres, 4 salariés. On va dire, par exemple, le premier, sa fonction principale, il est journaliste ou elle est journaliste présentatrice, journaliste présentateur, et puis avec 2 fonctions secondaires, en fonction de son profil, hein, ce ne sont pas des choses qu'on fait comme ça, en fonction de son profil, 2 fonctions secondaires. La première fonction secondaire, on peut lui attribuer le commercial, la seconde fonction secondaire, on peut lui attribuer une tâche d'infographiste, donc pour faire des visuels, hein. Le deuxième salarié est community manager avec sa fonction principale. Et puis, de façon accessoire, cette personne, on peut lui attribuer des tâches de cadreur-monteur et puis de rédacteur web. On peut lui attribuer cela toujours en fonction de ses compétences intrinsèques. Ça ne se fait pas non plus à l'aveugle. Le troisième salarié, c'est un cadreur-monteur. Sa fonction principale, cadreur-monteur, ou voilà, c'est une femme aussi. Et puis, 2 fonctions secondaires, infographiste et community manager. Le 4e salarié de cette web rédaction fictive, c'est une commerciale. Il faut qu'on cherche de l'argent. C'est une commerciale ou c'est un commercial qui sait écrire un peu quand même en français, qui a un bon niveau de français, qui sait écrire, qui peut suppléer de temps en temps les journalistes pour écrire des tests, et puis qui fait aussi de la présentation, qui n'est pas journaliste, mais qui peut faire de la présentation, qui a une belle posture, qui a une belle présence, qui a une belle diction et qui peut aisément parler devant une caméra. Et donc, voici, et vous voyez que j'ai mis les couleurs pour que vous puissiez vous retrouver. Les cadreurs-monteurs, vous voyez que ça nous fait peut-être 2 cadreurs-monteurs ou bien un cadreur-monteur et demi. On va dire ça comme ça. Ça nous fait un commercial ou une commerciale et demi. Ça nous fait un community manager et demi. Ça nous fait un journaliste présentateur et demi. Du coup, si parmi les 3, on a une personne qui n'est pas là, il y a la continuité du service qui se fait de façon minimaliste, hein. On ne va pas dire que voilà, on va remplacer un cadreur monteur, il a l'expertise, il a l'expérience. On va continuer à faire le travail de façon minimaliste en attendant le retour ou le recrutement d'un autre titulaire du poste. Voici en fait cette stratégie-là aujourd'hui. Et la plupart des médias continuent de fonctionner sur le système traditionnel et n'exploitent pas le potentiel. Vous avez des entreprises de médias où il n'y a que des correcteurs qui ne font que de la correction. Et vous avez des gens qui ne font que de la photographie, ils ne sont que photographes, ils ne font absolument rien d'autre. Vous avez des gens qui sont, même des chauffeurs, qui ne font que conduire, qui sont des chauffeurs. Non, on peut optimiser les ressources. On peut optimiser les ressources pour éviter donc des situations de défaillance en termes de rendement. En termes de rendement. Voilà. Et ça, si les gens ne peuvent pas le faire, vous n'avez qu'à leur demander de dépasser leurs fonctions, d'apprendre à faire de l'info. On ne demande pas, par exemple, au cadreur monteur qui n'a pas la fonction principale d'infographiste de faire des créas comme un infographiste, mais quelques petits visuels de rien du tout, là, comme celui qu'on a fait pour partager je suppose que Kossi n'a pas eu besoin, n'a pas eu recours à un infographiste pour pouvoir faire cette petite créa. Voilà, il s'est débrouillé tout seul de toutes les façons. C'est une créa. C'est une créa. Donc, c'est ça l'idée en réalité. C'est ça l'idée. Vous avez des gens qui sont très bons en formation dans des entreprises et on les utilise juste pour écrire des articles. Mais on peut exploiter cette ressource-là pour faire de la formation et pour faire entrer de l'argent.
Vous avez des gens qui sont dans des rédactions et qui s'y connaissent très bien, qui savent très bien faire les maîtrises de cérémonie. Bon, on les laisse exploiter ça à l'extérieur là-bas. On n'essaie pas de créer des services donc, qui pourront permettre aux médias de multiplier ces sources de revenus en s'appuyant sur les ressources humaines, en exploitant au mieux les ressources humaines qu'elle a à disposition. Voilà donc l'idée. Le troisième sous-point, comment gérer ses émotions? Alors, en parlant d'émotions, ça fait partie inhérente de l'être humain, c'est ce qui caractérise l'être humain, hein, voilà, les émotions. D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. On reconnaît les écrits d'intelligence artificielle, en tout cas pour la version gratuite, on reconnaît ça très facilement parce que c'est automatisé. Il n'y a pas d'émotion dedans, justement. Et on demande souvent, pour les utilisateurs de l'IA, ils demandent à l'IA de leur faire un test avec une chaleur humaine. Donc, quand on met de la chaleur humaine, c'est un peu d'émotion. Donc, c'est ce qui fait l'homme. Donc, le problème, ce n'est pas le fait d'avoir des émotions en tant que manager, mais c'est de comment on réussit à les canaliser pour ne pas biaiser nos décisions. Parce que justement, la peur, le stress, la joie, les inquiétudes, tout ça, ce sont des éléments qui biaisent. La colère, tout ça, ce sont des éléments qui biaisent effectivement l'animosité, tout ça, tout ce qu'on a comme sentiment hein, qui suscite des émotions, ça peut biaiser nos prises de décision en tant que manager. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir les canaliser. Pour le faire, il faut d'abord commencer à se manager soi-même. Il faut connaître et appliquer les différents styles de management. Et puis aussi, évidemment, euh, fixer des règles. On va commencer par le management personnel. Alors, avant de manager les autres, il faut savoir se manager soi-même. Ça aussi, c'est très important parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas se manager, qui ne savent pas manager leur propre vie et qui veulent prétendre en fait à manager des gens. Les footballeurs de haut niveau, les athlètes de haut niveau le savent très bien. Le management, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on a été très bon journaliste, on est très bon journaliste qu'on peut être un bon manager. Ce n'est pas parce qu'on a été un très bon footballeur qu'on peut être un très bon manager. Non, le management et le fait d'occuper une fonction, ça n'a rien à voir. D'être dans l'opérationnel, ça n'a rien à voir. Euh, on peut être un piètre, on va dire, travailleur lambda et puis être un très bon manager. Hein. On peut être moyen aussi et puis être très bon manager. Donc, mais pour ça, il faut commencer par se manager soi-même. Et le management personnel, ça commence par l'autodiscipline. Faire preuve d'autodiscipline, j'en parlais tout à l'heure, avec beaucoup d'activités, beaucoup de sollicitations et tout. S'il n'y a pas un brin d'autodiscipline, on ne peut pas y arriver. Et l'autodiscipline, c'est quoi exactement? C'est le fait de s'imposer un minimum de rigueur, de se conformer à des engagements qu'on prend vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres aussi. C'est plus facile de respecter les engagements qu'on prend vis-à-vis des autres quand on est soi-même rigoureux envers, enfin, vis-à-vis des engagements qu'on prend enfin, vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà. Donc, si on n'est pas rigoureux, si on est laxiste, on se dit c'est nous, c'est bon, j'ai prévu de me réveiller à 2 heures du matin pour travailler. Et puis, quand le réveil sonne, je dis bon, non, c'est bon, je vais dormir un peu encore et tout ça. On n'est pas capable de faire ça. On ne peut pas demander à des gens de venir à l'heure au travail. Voilà. Donc, il faut un minimum d'autodiscipline et c'est ce qui nous conduit à pouvoir nous manager nous-mêmes. Et quand on réussit à le faire, on manage par l'exemple en réalité. Le management aussi se fait par l'exemple, en donnant l'exemple, en incitant les autres à faire comme soi. Et donc, le but du management personnel, c'est de rendre compatible notre personnalité avec celle d'un manager. Parce que tout le monde n'est pas appelé à diriger, tout le monde n'est pas fait pour être manager, comme je le disais tantôt. Et donc, quand on est manager, quand quand on parvient à un poste de responsabilité, la première des choses, c'est de chercher à se demander si notre personnalité correspond cadre avec les fonctions, la fonction que nous allons occuper et
si cette personnalité-là correspond ou cadre aussi avec les responsabilités. C'est très important. Et si ce n'est pas le cas, il faut faire un autodiagnostic. Voilà, sans complaisance. Dire que, reconnaître que ma personnalité là, je suis brouillon, je suis désordonné, j'oublie beaucoup les choses, je suis très léger, ma personnalité ne correspond pas, ne cadre pas avec une fonction pareille. Et donc, on commence à faire du management personnel et à pouvoir donc mieux se manager et donc commencer à manager les autres. Et une fois qu'on a fini de se manager soi-même, on peut maintenant prétendre manager les autres en utilisant les quatre styles de management. Le style participatif, persuasif, directif, délégatif. Les quatre styles s'utilisent en même temps. Il n'y a pas un qui est bon, il n'y a pas un qui est mauvais. Les quatre styles ont leur avantage, chacun a son avantage, chacun a son inconvénient. Et comme vous le voyez tout de suite, enfin, sur le PowerPoint là, à l'écran, déjà, on commence par le style directif. Il est efficace, comme c'est écrit, pour des collaborateurs qui ont une faible compétence, mais qui ont de la volonté. En général, ce sont des stagiaires, ils viennent d'arriver, ils sont dégourdis là, voilà, ils veulent montrer et tout, mais à eux, on n'a pas besoin d'expliquer. On leur donne des ordres. Le management directif, en fait, il est dictatorial. Il est vraiment dictatorial. Ce n'est pas avec tout le monde. Il y en a qui confondent tout. Ils se disent, l'homme noir, si tu ne lui fais pas peur. Donc, en fait, ils utilisent un management de terreur. De terreur, c'est-à-dire qu'il faut faire peur aux gens, il faut terroriser pour se faire respecter, tout ça. Et ils mélangent tout. Ils terrorisent les cadres, les stagiaires, les femmes, les hommes, les femmes enceintes, les dépressifs. C'est-à-dire ils terrorisent tout le monde. Oh, tout le monde n'a pas la même capacité en réalité. Donc, on est directif avec des gens qui correspondent à ce style. On est persuasif, c'est-à-dire, là aussi vous verrez ailleurs, management explicatif. On explique à des gens qui ont une compétence moyenne, mais qui ont une volonté aussi qui n'est pas trop ça, mais qui connaissent un peu quand même et qui ont besoin, avant d'exécuter une tâche, de pouvoir la comprendre. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de comprendre une tâche pour pouvoir exécuter. Tu lui dis, enlève-moi ce fauteuil-là ici, place-le de l'autre côté. Tu n'as pas besoin de lui dire que c'est par rapport à la position du soleil et tout ça. Tu lui dis, il s'exécute. Mais un autre qui a besoin de comprendre, il faut pouvoir déceler cela. Donc là, on n'est plus dans les émotions. On est dans la psychologie pure. Celui-là ou ceux-là ont besoin de comprendre. Donc, avant de donner une instruction, on va chercher à expliquer pour le persuader, afin qu'il s'approprie l'idée, le projet qu'on vient de lui donner, l'ordre qu'on vient de lui donner, la tâche qu'on vient de lui confier. Et il va l'exécuter en ajoutant même des éléments pour te faire plaisir. Ça, on le fait avec ce genre de personnes. Il y a le participatif. Bon, ça, c'est pour des collaborateurs qui ont compétences moyennes à élever, volonté moyenne à élever aussi, à haute. Et donc, ceux-là, c'est votre staff. Hein? Ce sont les noyaux qui tournent autour de vous, hein, qui gravitent autour de vous. Si vous êtes l'électron, eux, gravitent autour de vous. Les atomes, pardon, les atomes qui gravitent autour de vous et qui prennent des décisions avec vous, que vous associez aux prises de décision. Dans l'entreprise, il y a 2, 3 personnes, et ceux-là, ils sont très compétents, c'est à eux que vous déléguez souvent des tâches. Donc, ceux-là, on ne peut pas être directif avec eux, on ne peut pas venir les terroriser et tout ça. On est persuasif, et puis aussi, on essaie de les... Ils aiment ça. Il y a des gens qui aiment quand on leur confie des tâches, des responsabilités et tout ça, quand on les consulte, quand qu'on prenne en compte leurs avis dans les prises de décision. Ils aiment ça, donc il faut les détecter et puis aussi mettre cela à contribution. Et enfin, le délégatif, c'est ceux-là qui sont très bons, très, très, très bons, qui ont dépassé un certain niveau et qui sont à même de vous suppléer de temps en temps pour des tâches, de vous représenter, on va dire, dignement. Donc, voici les cas de management qu'il faut connaître. Quand on a fini de se manager soi-même, il faut aussi connaître ces cas styles-là et déterminer, essayer de voir parmi les collaborateurs qui correspond à tel style pour être efficace. Donc là, on n'est pas dans
l'émotion. Et enfin, il faut fixer des règles. Oui, parce que quand on dirige une équipe, il est souvent facile de se laisser emporter par ses propres émotions, de joie, de peur, voilà, d'anxiété, de stress et tout ça. On est enclin à ça. Et donc, de décider souvent au gré des humeurs. Le jour où tu es content, tu prends une décision. Le jour où tu n'es pas content, tu prends une décision. Bon, non. La méthode la plus efficace, c'est de fixer des règles et de ne pas se laisser envahir par ses propres émotions. Donc, ça, et en donnant l'exemple même aussi de s'y conformer. Parce que le management par l'exemple, comme je l'ai dit, il est très important. Vous ne pouvez pas prêcher quelque chose et puis vous faites le contraire. Vous ne pouvez pas vous donner une image dehors et puis vous faites le contraire. Non. Il faut faire correspondre ce qu'on dit avec ce qu'on fait. Ça, c'est très important. Donc, fixer des règles. Parce que le management émotionnel, ça engendre l'anarchie, le laisser aller. Alors qu'aucune organisation ne peut prospérer dans l'anarchie. Hein, on recrute à tout va, il n'y a pas de règles de recrutement, il n'y a pas il y a pas une organisation rigide. Et souvent même, on a des fonctions, on a des postes. Hein. Tu as le rédacteur en chef, mais tu as un chef de service qui est plus puissant que le rédacteur en chef. Ou des chefs de service qui sont plus puissants que le rédacteur en chef. Tu as de simples salariés qui ont des voix plus importantes que des responsables dans l'entreprise. Et les responsables, souvent, ne servent à rien, en fait. Donc, il y a pas de hiérarchie réelle. Le patron a une tâche, il délègue ça directement à quelqu'un, à son N-3 là-bas, et puis son N-1, son N-2 ne sont même pas au courant. Ne sont même pas au courant. Il y a un laisser-aller, il y a une désorganisation, chacun fait ce qu'il veut parce qu'on gère avec les émotions. Lui, là, j'aime pas sa tête. Celle-là, j'aime bien sa tête. Lui, là, il est comme si j'aime pas sa gueule. On gère avec les émotions. Ben, si tu n'aimes pas sa gueule, tu n'aimes pas ta tête. On n'est pas là pour s'aimer, on n'est pas là pour se détester, on est là pour travailler. Donc, on fait l'effort de surpasser tout cela et de rester professionnel. De rester professionnel. Quelqu'un a fait. Et puis, il existe aussi en parlant de règles, il existe des procédures administratives. Quelqu'un ne s'est pas bien comporté, a enfreint les règles. Bon, on enclenche une procédure administrative après avoir écouté la personne, après avoir essayé de parler, après avoir essayé de... Voilà. Mais on ne sait même pas tout le temps dans les émotions, dans les émotions, dans les émotions, des deux côtés, hein, dans les émotions fortes, toutes les émotions faibles, tout ça, on ne reste pas dedans. On suit une procédure, on essaie de suivre une procédure administrative et puis on règle les choses vraiment en dehors de l'émotion. Ça peut te faire mal, ça te fait très mal, tu estimes que c'est de la foutaise, elle s'est foutue de moi, il s'est foutu de moi, on prend ça vraiment à cœur et tout ça. On se calme, et puis on essaie de suivre quelle est la procédure administrative dans ce genre de situation, tout simplement. Voilà donc, euh, chers aussi et chers amis internautes qui êtes connectés, les, le, le petit élément que j'ai préparé pour vous, on va maintenant échanger et voilà, essayer. Bon, je ne veux pas que des questions. Hein. Si vous avez des témoignages, si vous avez des éléments à ajouter, ou bien même des éléments qui contredisent un peu ce que j'ai dit, ben, soyez libres. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci encore une fois, docteur David Yuan, pour ce exposé magistral, pour ces connaissances partagées avec les confrères. Je suis convaincu et certain qu'il y a certainement qu'il y a des questions. Donc, chers participants et participantes, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Tout à l'heure, David ou M. Yuan demandait qu'on puisse aussi partager des expériences. Moi, j'ai une mauvaise expérience personnelle dans une rédaction où j'avais le sentiment que mon rédacteur en chef, il privilégiait quelqu'un au détriment de ma personne. À chaque fois quand j'avais, par exemple, un sujet, je me disais, j'étais convaincu que ce sujet-là, il faut préciser que c'était dans une presse écrite, fera la une du journal le lendemain. Et puis me dit, mais tiens, Kossi, dans le sujet à telle personne. Et à chaque fois, c'était toujours la même personne. C'était une acquaintance entre lui et cette personne. Un jour, j'étais vraiment submergé, je n'ai pas pu gérer mes émotions. Et puis, je lui ai dit, monsieur le rédacteur en chef, il faut que ça cesse. Il faut dire que j'étais tellement submergé et la façon dont je lui ai parlé m'a dit qu'aussi, au prochain bouclage, tu es mis à pied.
Et la veille du bouclage, je m'étais présenté au journal pour voir un peu, pour lire. Et il m'a vu, m'a dit, j'espère que Demet ne sera pas là, dans un ton, voilà, un peu vindicatif, parce qu'il était en colère. Mais il faut avouer qu'honnêtement, il ne faisait que faire ça. Tu as un bon sujet, tu dis, donne ça à telle personne. Et tu avais le sentiment qu'il privilégiait sur toute personne que toi. Euh, euh, Qu'aurait fait un bon journaliste à votre avis? Faire comme moi, c'est-à-dire dire en fait à ton rédacteur en chef, stop, il faut que ça cesse et tout. Quel aurait été le meilleur management? Parce que en fait, il faut aussi que le journaliste, je pense aussi ça, faire l'autodiscipline et soit se manage lui-même. Il ne faut pas attendre d'être manager avant d'avoir des compétences en management. C'est parce que vous comprenez le sens de ma question en fait. Même il Tout faut à que le fait, tout journaliste à ait fait. une certaine discipline à son niveau. Mais comment vous pensez qu'un bon journaliste peut-être aurait réagi face à cette expérience que j'ai vécue? En fait, c'est pas, je pense que les internautes qui écoutent, beaucoup vont se reconnaître dans ce témoignage parce que j'ai aussi eu des témoignages de ce type dans d'autres rédactions avec un peu d'injustice. Bon, je vais essayer de minimiser avec un peu d'injustice, mais c'est normal qu'on soit frustré. La frustration qui relève en fait de ce type de traitement est naturelle, est légitime. C'est normal. Maintenant, comment canaliser cette frustration-là? Parce que il y a manifestement, et avec des preuves et tout, des cas, tous, enfin, des faits, voilà, qui sont indéniables, on peut pas dire que le journaliste enfin, se fait des idées et tout ça. La gestion, bon, pour moi, en fait, la gestion de la frustration a toujours été euh, un moteur de, euh, d'encouragement, donc de motivation. Parce que la frustration, c'est un double tranchant. C'est un couteau à double tranchant. Si vous ne manipulez pas bien la frustration, elle vous détruit. Si vous ne canalisez pas la frustration, elle vous détruit complètement. Et moi, j'ai remarqué, par la grâce de Dieu, en tout cas, tout ce que j'ai pu réaliser, on va dire de grand entre griffes, provient de la frustration. C'est la frustration. La frustration, euh, ce n'est pas sur place là que on peut, dans le cas d'espèce, régler cela. La frustration, je pense que c'est cela, c'est ce que tu as eu à faire et tu t'es détaché, tu t'es rendu autonome et tu as pu évoluer après dans ta carrière. Voilà, en ayant cela, en ayant cette frustration. Cette frustration a été certainement pendant longtemps le moteur de la réussite, le moteur des activités, de tout ce qu'on fait. Et donc, c'est comme ça qu'il faut canaliser la frustration. Éviter d'aller frontalement parce que euh, dans la guerre, même Sun Tzu le dit dans l'art de la guerre, il faut évaluer avec précision les forces en présence avant d'engager les hostilités. Là, on voit que les rapports de force sont déséquilibrés. Il est le patron, il donne des mises à pied, il peut détruire la carrière. On ne va pas l'attaquer frontalement. On va utiliser cette frustration-là pour orienter sa carrière et lui montrer que la vie ne se résume pas à là. Lui montrer plus tard que tu as eu tort de faire ce que tu as fait contre moi par le passé. Et donc, tous ceux qui sont passés et qui passent par ces situations, par ces moments-là, c'est de ne pas se laisser manger par la frustration qui sort de là. Parce qu'après, c'est d'avoir même compassion de la personne. C'est d'avoir compassion de la personne. Et je dis souvent à des amis, à des proches, à des personnes qui partagent avec moi des situations qu'elles traversent dans leurs entreprises, peu importe un média ou non, je leur dis en fait, tu as là un bon coup de management en live, mais à l'inverse, quelles sont les erreurs à éviter quand on manage des gens? Et donc, là aussi, on apprend qu'aussi, par exemple, a appris là qu'un bon rédacteur en chef ne doit pas faire ce que son patron fait. Privilégier un collaborateur au détriment de l'autre et tout ça. Ou frustrer quelqu'un intentionnellement.
Là, déjà, on ne puise pas le maximum de son potentiel. Et puis, par ricochet, même encore, il y a une déperdition des ressources. Et in fine, le rédacteur en chef, ce qu'il ne sait pas, c'est que son résultat est le résultat de ses collaborateurs. Donc, si tu as brimé un collaborateur ou deux collaborateurs, tu passes ton temps à les brimer, tu passes ton temps à les étouffer, mais naturellement, ils ne vont pas bien s'exprimer. Et quand ils ne vont pas bien s'exprimer, ça fait un rendement qualitatif en moins. Et quand ça fait un rendement qualitatif en moins, c'est ton travail, c'est ton rendement qui prend un coup. Donc, c'est de pouvoir canaliser la frustration, de ne pas se laisser détruire par la frustration et de prendre cela comme de l'essence dans son moteur pour pouvoir progresser dans la vie. Voilà, comme une source de motivation. Il n'y a rien qui motive plus que la frustration, de mon point de vue en tout cas. Merci pour cette réponse. J'ai regardé, mon rédacteur en chef, mon ancien, n'est pas dans ce webinaire. D'accord. Avec, on a une autre question de Moussalou Alpha Touré. Je lis la question. Avec les quatre styles de management, quel style est conseillé pour une structure qui brasse assez de bénévoles? Je pense pouvoir comprendre souvent pour des rédactions qu'ils emploient des journalistes qui ne sont pas payés ou qui n'ont peut-être pas de contrat. Il s'appelle Alpha, Moussalou Alpha Touré. Alpha Touré. De quel pays? Je pense du Togo. Du Togo, Du oui, du Togo. Togo. OK. D'accord. Alors, donc, quel style utiliser avec des bénévoles? De réseau. Allô, vous m'entendez? Oui, parfaitement, maintenant. Oui, je demandais, est-ce qu'on prend d'autres questions ou on répond directement? Je pense que c'est mieux d'aller comme ça, sinon il y a autant de questions quand même. D'accord, OK, je vais remettre les styles de management. Voilà. Donc, il demande quel style de management utiliser avec des bénévoles. Les bénévoles, donc, ne sont pas dans votre entreprise tous les jours. Ils vous donnent un coup de main. Ils perçoivent, souvent, si j'ai bien compris, dans le fonctionnement, ils perçoivent des émoluments. Ils ne sont pas tout le temps là. Euh, il faut utiliser tous les styles sauf le délégué. Je pense qu'on a un petit souci de Euh, connexion. il- OK, là c'est bon. oh là là. OK. Donc, je disais, il faut utiliser trois des quatre styles de management. Vous me suivez? Là, je suis obligé de dire chaque fois comme ça, sinon, je risque de parler seul dans le vide. C'est bon, vous me suivez? Oui, c'est bon. Nous te suivons. Voilà. Donc, quatre styles de management. Parmi les quatre, il faut en utiliser trois pour les bénévoles. À la fois le directif, le persuasif et le participatif. Pourquoi? Parce que le directif, ils ne sont pas forcément imprégnés de la culture de l'entreprise, ils ne sont pas dedans, ils ne savent pas tout. Donc, on n'a pas besoin aussi de tout leur expliquer. On leur donne des tâches précises, ponctuelles, et ils exécutent. Persuasif aussi parce que souvent, pour de gros projets, ils ont besoin de comprendre où va l'entreprise, où va le média. Donc, de temps en temps aussi, parmi eux, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur explique certaines tâches pour qu'ils comprennent. Et puis, il faut aussi les amener pour pouvoir les maintenir. Le style participatif, il est très important dans ce cas de figure. Pourquoi? Parce qu'ils sont bénévoles. Ils n'ont pas d'obligation d'attachement. Ils ne sont pas attachés en fait aux médias. Ils peuvent le faire comme ne pas le faire. Ils peuvent, voilà, ils sont un peu en freelance, on va dire. Je ne vais pas utiliser le mot de mercenaires, mais ils sont un peu en freelance. Ils ne sont pas à temps plein. Donc, comment toi, en tant que manager de médias, tu parviens à les emmener à te consacrer au moins la moitié de leur temps et pas le dixième. Je ne sais pas si vous m'entendez, hein. OK, c'est bon.
C'est bon. Et donc, qu'est-ce qui va les amener à faire ça? Eh bien, c'est le style participatif, de les amener de temps en temps à participer. Ils vont se sentir importants, ils vont se sentir utiles, ils vont se sentir plus que des bénévoles et ils vont donc se mettre à la disposition, enfin, mettre à la disposition du média au moins 50% de leur temps. Si c'est déjà 50%, c'est beaucoup. Donc, voici la réponse que je peux donner. Les trois styles à la fois, sauf le style délégatif. Est-ce qu'on m'a suivi? Oui, OK, nous t'avons d'accord, suivi. d'accord. Il y a un confrère qui vous salue. Bonjour, je suis Salif Sakanoko, Ah, Sakanoko du journaliste, oui, Sénégal. journaliste légal. Voilà. Mention spéciale à Dr. Yuan, mon ancien rédacteur. Il a associé le bon journaliste se fabrique. Je confirme que c'est lui qui m'a fabriqué en journalisme, en management. Bref, on toujours dit merci. Voilà, un mot de C'est l'un remerciement de de mes votre. anciens collaborateurs du Sénégal. Je le salue aussi. Bonsoir, Salif. Ça me fait plaisir d'avoir tes nouvelles. Alors, nous avons une autre question de. Non, je la lis, je crois l'avoir perdue. Voilà, je l'ai retrouvée. La question de Michael Mutombo de la RDC, si je devine par le nom. Les réalités locales peuvent-elles influencer sur C'est le mon profil? deuxième pays. Ah bon? Alors que les Bon, réalités non. locales, généralement, je pensais que pour les Ivoiriens, c'est le Cameroun. Ah non, non, moi c'est plus affectif avec le Ah, Congo. d'accord. Les réalités locales peuvent-elles influencer sur les deux profils éditorial et commercial et de quelle manière? C'est parce que la question elle est bien comprise. Et les réalités locales, est-ce que les réalités locales peuvent-elles influencer sur le profil éditorial et commercial? Oui, Si Michael est là et qu'il voudrait reposer ou reformuler sa oui, peut-être question. préciser sa pensée, mais déjà, je peux répondre pour dire oui, effectivement. On ne peut pas définir un profil éditorial et commercial d'un média sans tenir compte des réalités locales. Parce que où est-ce que le média va exercer? C'est dans le pays. Et donc, c'est un peu comme quand j'ai pris tout à l'heure l'exemple des clubs de foot. Le championnat anglais, le championnat français, le championnat allemand et tout ça, chaque championnat a ses caractéristiques. D'ailleurs, quand nous on regarde de très loin, ce sont les footballeurs qui nous disent qu'il y a des différences dans les championnats. Bon, nous on les voit tous jouer au foot, on les voit marquer tout le temps. Pour le profane, on ne voit pas de différence en fait de culture, alors que pour eux qui sont et pour ceux qui sont férus de foot qui suivent, ils savent que quand le championnat anglais est très intense, très physique, le championnat français l'est moins. Il y a des fautes que les arbitres sifflent en France qui ne sifflent pas en Angleterre, etc., etc. Et donc, la culture locale, évidemment, doit et influence forcément le profil éditorial commercial. Et sa question est tellement intéressante et importante que c'est non pas parce que j'ai parlé de TF1 qu'on va faire, et puis parce qu'il y a des médias qui font de la singerie, hein, qui prennent des modèles, qui calquent des modèles euh, qui ont réussi ailleurs et tout, et qui viennent les reproduire dans leur pays sans tenir compte des réalités locales. Donc, mon cher Mutombo, Michael de la RDC, il faut tenir compte de vos réalités, de nos réalités pour faire, pour définir le profil du média. Je donne un exemple pour illustrer cela. Comme il est en RDC, enfin, de par le nom, il peut être d'un autre pays. Quand j'étais en poste à Kinshasa, de 2009 à 2011 pour l'AFP, j'étais directeur adjoint du bureau, euh, j'avais déjà créé Alerte Info. Alerte Info existait. Donc, Alerte Info, j'étais en 2009 et 2010. Donc, on avait déjà ouvert le Bénin, on avait Alerte Info Bénin et on avait Alerte Info Cameroun en 2010. On a fait le Bénin en 2008 et le Cameroun en 2010. Mais je n'ai pas, j'ai passé 2 ans à Kinshasa, mais il ne m'est jamais venu à l'idée d'ouvrir Alerte Info en RDC. Pourtant, je vivais, je travaillais là-bas.
Je pouvais recruter des journalistes, les former. Je pouvais m'occuper de temps en temps du média, et puis bon, de mon travail et tout. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que les réalités de la RDC, et j'ai ouvert au Cameroun un pays que je ne connaissais pas, que j'avais visité comme ça, même pas visité, où j'étais allé en mission pour l'AFP, comme ça. Et puis bon, au-dessus de la mission, je me suis dit, ah tiens, ce serait pas mal d'ouvrir une succursale là. Et un pays où je vivais et je travaillais, il ne m'est même pas venu à l'esprit d'ouvrir Alerte Info là-bas. Parce que le profil de Alerte Info ne correspondait pas aux réalités de la RDC. Je ne l'ai pas fait pour illustrer cela. Peut-être une bonne décision, une mauvaise décision, j'en sais rien. Mais toujours est-il que, compte tenu des réalités, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si ma réponse satisfait Michael. Si Michael est encore avec nous, je pense qu'en cas de satisfaction, il peut reposer une autre question. Il nous reste encore en tout cas 2 ou 3 questions encore à prendre avant la fin de cette session. Le timing, c'était 1 heure. Je pense qu'on a déjà débordé, excédé 1 heure. La dernière fois, on avait fait 2 heures. Exactement. Je pense que Jordan va parler jusqu'à 2 heures quand même. Non, 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 non. Cette question-là, la question de savoir quels sont les principaux défis auxquels un rédacteur en chef est confronté lorsqu'il dirige une équipe de rédaction. Je pense que la nomination en tant que rédacteur en chef au sein d'une rédaction, c'est tout d'abord une joie, mais à quoi doit s'attendre en premier un rédacteur en chef? Quels sont ces principaux défis en fait? De mon point de vue, on peut en citer 3. Premièrement, le rédacteur en chef, c'est un chef d'orchestre. C'est celui qui crée. Donc, le premier défi, c'est d'être créatif. Parce qu'il doit faire le menu. Il doit inventer les plats, en fait. Il doit créer ce qui n'existe pas ailleurs, ou alors ce qui existe ailleurs, il doit le commander chez lui, mais avec une plus-value. Donc, c'est clair que un rédacteur en chef, son premier défi, c'est d'être créatif. Si tu n'es pas créatif et que tu es habitué à exécuter des instructions ou des idées qui proviennent d'autres personnes, ce sera très difficile d'être un bon rédacteur en chef. Exemple, il y a une grosse actualité. Ce ne sont pas les journalistes qui viendront dire au rédacteur en chef, on doit faire ci, on doit faire ça. C'est le rédacteur en chef qui doit définir l'angle de traitement, trouver l'angle de traitement original de cette actualité-là. Et puis, dispatcher les tâches en fonction du potentiel de chacun et faire en sorte qu'il y ait de bonnes productions cohérentes et qui dominent les autres médias. Donc, premier défi, il faut être créatif. Deuxième défi, il faut, ça c'est purement du management, il faut avoir de l'autorité. Il faut avoir de l'autorité parce qu'il y a des rédacteurs en chef qui n'ont pas d'autorité. Qui ne sont, enfin, avoir de l'autorité, ce n'est pas être autoritaire. C'est différent. C'est complètement différent. On peut ne pas être autoritaire et avoir de l'autorité. Et on peut être autoritaire et puis ne même pas avoir de l'autorité. Et donc, le deuxième défi pour un rédacteur en chef, c'est d'avoir de l'autorité. L'autorité légitime par son rendement, par sa compétence, par son expérience, par le respect qu'il a vis-à-vis de ses collaborateurs. Il a une autorité naturelle. Bon, si ce n'est pas naturel, il faut chercher l'autorité, même pas en brimant les gens, en divisant les gens, en créant des clans et tout dans la rédaction parce que, bon, on manque d'autorité, on a peur des gens, on a peur de certains collaborateurs, on a peur de les affronter, on dit une chose après, on dit son contraire et tout ça. Quand c'est comme ça, vraiment, la rédaction part en vrille complètement. Ça part complètement en vrille. Donc, deuxième défi, il faut avoir de l'autorité. Et troisième défi, c'est comment faire travailler des gens qui ne sont pas toujours d'accord, qui ont des contradictions, qui ont des petites palabres entre eux, qui n'arrivent pas à se comprendre, qui n'arrivent pas à se supporter.
voilà, un rédacteur en chef, franchement, pour tous ceux qui ont occupé cette fonction-là, je pense qu'il y en a certainement qui sont en train de sourire et tout. C'est compliqué. C'est très, très, très compliqué de pouvoir diriger des gens qui n'arrivent pas à se comprendre. Comment on fait pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même dans un environnement où il y a voilà, un peu d'animosité, il y a des affinités, des contre-affinités. Bon, voilà. Donc ça, ce sont les trois défis de mon point de vue qu'un rédacteur en chef doit surmonter. Premièrement, être créatif. Deuxièmement, avoir de l'autorité. Et puis troisièmement, savoir faire travailler des gens qui ne se comprennent pas toujours, qui ne sont pas toujours d'accord. Je pense que la consoeur Aminata Diou qui a posé une question dans ce sens et elle doit se retrouver dans le troisième défi que vous avez mentionné. Mais je lis quand même sa question. Aminata Diou, rédactrice en chef de Presse Afrique au Sénégal. Diriger n'est pas chose facile. Quel comportement doit-on épouser lorsque les membres de l'équipe dont vous dirigez ont le même âge que vous et que parfois ils essaient de vous tenir tête? Aussi, comment faire lorsque certains essayent de vous mettre les bâtons dans les roues? Je pense que ça a un peu rapport avec le troisième défi que vous venez de soulever. Ok, Aminata Diouf, salut. Je connais bien son média, je connais bien son patron. Je salue tout le monde là-bas. Alors, ce qu'elle dit, c'est très important. Il y a même quelque chose de culturel qu'elle n'a pas dit. Euh, c'est le fait qu'elle soit femme. Le fait d'être femme, par exemple au Burkina Faso ou au Sénégal, culturellement parlant, plus au Burkina Faso, même dans la culture aussi, les femmes ne sont pas les égales des hommes, en fait, dans la mentalité, dans la culture. Pour ce que je sais, même ici en Côte d'Ivoire, il y a certains peuples aussi qui sont dans cette... Bon, je suppose même aussi au Togo, hein, je ne sais pas, je peux me tromper, au Bénin, partout. Et donc, quand il y a une femme qui dirige des hommes dans un tel environnement, et puis elle a à peu près le même âge que les autres, et puis en plus, bon, ils essaient souvent de la brimer, de l'humilier. Ce n'est pas du tout évident. Déjà, il y a une sorte d'inconnu. Bon, parce que tous les cas ne sont pas pareils, hein. Est-ce que c'est le grand patron qui favorise cela ou non? Déjà, il y a ça. Déjà, il y a ça. Est-ce que le comportement que les collaborateurs ont vis-à-vis de la rédactrice en chef, qui est femme, donc, et qui a le même âge à peu près que ses collègues de service, est-ce que c'est le patron, le grand patron, la grande patronne qui n'assoit pas bien cette autorité-là, ou qui essaie souvent par des petites attitudes euh, de diluer l'autorité de sa collaboratrice. Il y a ça. Mais si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas et qu'il y a ce genre de situation, la seule personne qui doit s'en prendre à elle-même, je pense, Aminata, je suis désolé, c'est toi. C'est toi parce que l'autorité, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question non plus de genre. Ce n'est pas une question de genre. C'est une question d'abord de respect des autres. Je ne dis pas que Aminata ne respecte pas ses collaborateurs, mais la base déjà, il faut respecter les collègues de service, leur parler d'une certaine manière. Ne pas oublier que parmi eux, il y en a qui peuvent devenir chefs dans la même rédaction. Donc, il faut tout faire pour respecter les gens. De deux, il faut éviter d'avoir des affinités avec groupe, de privilégiés, voilà, de créer des privilégiés. Parce que quand on crée des privilégiés, travailler avec euh, une équipe des soldats, c'est différent d'avoir des privilégiés. Parce que les privilégiés, forcément, il y a des paresseux dedans. Il y a des paresseux, il y a des gens, on les aime bien, ils font partie des privilégiés, ils ont des privilèges, mais ce sont des gens qui sont paresseux. Par contre, parmi les soldats, il y en a forcément qu'on n'apprécie pas trop leur tête et tout, mais on sait que ceux-là, quand on les envoie au charbon, ils y vont, ils font le job. Donc, il faut éviter
d'avoir des privilégiés. Quand on a des privilégiés dans une rédaction, forcément, on fait en sorte que indirectement, les autres ne nous respectent pas. Et puis, il y a la compétence aussi. La compétence. Ça, c'est, je ne dirais pas ma botte secrète, mais c'est un peu ce que je prends pour dominer aussi. Je me dis, si tu es au même niveau de compétence que tes collaborateurs, quelque part, ils ne vont pas te respecter. Ils ne vont pas te respecter. Ils peuvent avoir peur de toi, ils ne vont pas te respecter. Ils peuvent faire de l'hypocrisie, ils ne vont pas te respecter. Moi, je préfère, il y en a plein parmi mes collaborateurs qui ne m'appréciaient pas trop, qui n'appréciaient pas mon management, parce qu'ils trouvaient que j'étais dur et tout ça. Mais quand on arrive sur le boulot, il est compétent, mais il n'est pas compétent. Que tu aimes ma gueule, tu n'aimes pas ma gueule, tu dis il est compétent, point barre. Et moi, ça me suffit largement. Quand tu as un souci, quand tu es bloqué dans ton travail, que tu aimes ma gueule ou non, tu viens vers moi et tu me demandes et je débloque la situation en quelques secondes pour te montrer que entre toi et moi, là, ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas le même championnat. Je te trouve des solutions à tes problèmes, à tous tes problèmes, à n'importe quelle heure. Du coup, tu es obligé de respecter mon autorité. Quand je te dis fais ci, tu fais. Quand je te dis fais ça, tu fais. Je suis légitime par mon rendement. Mais si, d'un point de vue compétence, on ne parvient pas à dominer ses collaborateurs, il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, je pense qu'il faut faire vraiment preuve, Aminata, de tout ça et puis essayer de corriger, d'entraîner, de s'entretenir avec les uns et les autres, d'essayer de refixer les règles et de remonter aussi vers le patron pour lui faire part de cela, vers la patronne pour leur faire part de cela et leur dire que il y a tel dysfonctionnement, c'est vous qui devez venir rétablir les choses et après moi je reprends les mains. Donc voici un peu ce que je peux dire à Aminata. Bon, s'il y a d'autres questions, comme on va vers l'heure, on va poursuivre. C'est bon, Kossi, je pense que c'est bon. Si vous m'avez suivi. Ah, on dirait un problème de connexion. Allô? Kossi, c'est bon? Est-ce qu'on s'entend? Allô? Il y a un petit blocage. Ah C'est mon là, ok. cos. Voilà, c'est bon. Je ne sais pas si on m'avait suivi tout à l'heure. On t'a bien suivi, hein, monsieur David Johan, et je pense que l'essentiel a été dit. S'il faut continuer cette session, je remarque qu'elle est intéressante comme celle que nous avions eue le 21 novembre. On n'en finirait pas, on serait là encore pendant 2 heures et les dernières préoccupations que vous avez soulevées me fait moi réfléchir à d'autres choses. La question de la compétence, en fait, il faut s'imposer par sa compétence. C'est vrai que on connaît le bon médecin, le mauvais médecin, on connaît très bien le bon enseignant. Les élèves savent qui est le bon enseignant, qui enseigne bien, qui a cette faculté de partager avec art sa connaissance. Les élèves, même s'ils ne vous le disent Exactement. pas, ils le savent. Et nous aussi, dans chaque activité, il y a toujours les bons et les mauvais. Et je pense que c'est la compétence, comme vous l'avez dit, qui est vraiment importante. Au moins, quand on vient sur le travail, on soit d'accord que le travail est très bien fait, le travail est fait de manière vraiment professionnelle. Il y a une autre question que vous soulevez sans le dire, avec ce terme-là, les journalistes paresseux. Les journalistes qui ne font pas beaucoup d'efforts. Comment manager au sein d'une équipe des journalistes paresseux? Ils ont peut-être le talent, mais J'ai pas encore trouvé de remède hein, parce oui, que je j'avoue pense qu'on que... va garder ça pour une prochaine fois, Oui, mais mais en fait, c'est juste pour dire, mais euh, on a affaire à des paresseux partout n'est-ce et pas? c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Il y en a qui sont paresseux, qui ont du potentiel. Là, je préfère. J'ai eu des journalistes paresseux avec de gros potentiels. Là, ça peut se gérer, on peut essayer de les titiller un peu de temps en temps, de les booster. Et puis les paresseux, en fait, il faut leur éviter la monotonie. Quand ils sont compétents, hein, ça, je parle des paresseux compétents. Voilà, parce que les paresseux incompétents, là, franchement, désolé, je n'ai pas de remède, je n'ai pas de solution. En 19 ans d'entrepreneuriat, je n'ai pas encore trouvé de solution aux paresseux incompétents. Mais les paresseux compétents, il faut leur éviter la monotonie. Il faut les faire bouger, il faut leur faire changer parce que 2, 3 jours dans
une semaine dans le même environnement, dans les mêmes choses, ils se lassent très vite et puis ils retombent en fait dans la paresse. Donc, il faut les emmener à bouger continuellement, surtout qu'on est dans le domaine des médias. On n'est pas dans une boulangerie où c'est figé et tout ça. On est dans un domaine des médias. On peut bouger, on peut voilà, trouver des éléments qui amènent le collaborateur à se retrouver dans un environnement nouveau à chaque fois. Et donc, à renouveler, si vous voulez, le challenge, en fait, à le challenger chaque fois avec de nouvelles activités, de nouveaux projets. Mais les paresseux incompétents, bon, là, on les vire, quoi. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Merci encore, cher Monsieur Yuan, pour votre Je, temps. je, je suppose qu'il y a tellement de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Oui, Je m'excuse mais aussi. Voilà, bon, si vous jetez un coup d'œil dans la boîte de chat, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de commentaires positifs. Ah, Félicitations, cher OK. David Yuan, pour cette OK. présentation très édifiante. Et un grand merci au coordonnateur aussi. Bon, merci. Je trouve que Dr. Yuan a tout abordé. Félicitations. Pourquoi plusieurs médias tombent en faillite? Comment obtenir le livre de David Yuan sur le management des médias? Je suis au Togo. Le prix aussi, ça, c'est une belle question. Oui, Euh, au Togo, il y je- a le confrère Edem qui a quelques exemplaires avec lui. On pourra... Et Dele Badegbekou? Exactement, Ah, exactement. d'accord. OK. Ouais, il a quelques Et- exemplaires avec lui. Élisée, tu as la réponse à ta question. Ah, voilà. Je pense aussi qu'il y a d'autres questions. Vraiment, je suis ravi de cet entretien pour un meilleur management de nos médias. Merci, docteur David. Euh, je pense que tout le monde est satisfait et ça se termine sur une note de satisfaction, de plaisir. Et je paraphraser un peu tout ce qui a été dit. Je pense qu'il est important pour le manager ou pour le directeur de publication, le rédacteur en chef, en tout cas, celui qui a un pot de responsabilité d'instaurer une dynamique de travail efficace et maintenir la motivation surtout des collaborateurs, non pas sur le court terme, mais sur le long terme. De sorte que même lorsque vous quittez une rédaction, vous avez toujours ce feedback positif, vous avez appris quelque chose que vous allez garder longtemps, comme le commentaire du confrère Sakanoko, si j'ai bien prononcé le nom, qui est Oui, encore si, si. content et qui remercie David pour l'impact qu'il a eu sur sa carrière. Merci encore, cher confrère, d'avoir partagé ces connaissances, ces conseils avec les autres journalistes. Je pense que tout un chacun, nous avons appris et c'est ce qui était important, qu'à la fin de cette session, qu'on repart en ayant le sentiment d'avoir appris quelque chose. Pour ceux qui ne Je sont pas encore partagerai avec membres, vous le PowerPoint peut-être après une relecture, correction. Voilà, je vais le d'accord. partager Donc, pour ceux que vous qui puissiez demandent avoir s'ils cela. auront le PowerPoint, vous êtes servi. Le PowerPoint vous sera partagé après. Mais n'oubliez pas de mettre toujours le crédit dedans si vous voulez l'utiliser après. Ça appartient au docteur David. Merci encore. Si vous n'êtes pas membre de notre forum de reportage sur les crises sanitaires mondiales, Forum Pamela World Business, je vous encourage. J'ai mis le lien dans la boîte de chat. N'hésitez pas à nous rejoindre pour continuer ces discussions, ces conversations autour de notre profession. Merci à tout un chacun, à ceux qui nous ont suivis depuis le début, il est 14h20 GMT, ça fait 1h20 de session et vous êtes restés là, fidèles. Merci pour ces nombreuses questions. Merci aussi pour ces remarques édifiantes. Merci pour ces retours positifs. Merci encore, surtout à vous, Dr. Yuan. Le mérite vous revient d'avoir partagé cette session avec nous, de nous avoir édifiés avec ces expériences que vous avez aussi acquises. Pour moi, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon après-midi et à nous revoir pour d'autres sessions.